Le Troisième Reich aura été l'une des périodes les plus terribles de l'histoire. Mais quel fut le rôle des femmes allemandes sous le pouvoir nazi? Nuremberg 1938. Adolf Hitler vient d'annexer l'Autriche. Pour les femmes, Hitler est devenu un maître, un guide. Il redresse le pays. Le Führer les subjugue par son regard d'acier et ses discours brutaux, racistes. Il s'est donné une mission, créer un empire de 1000 ans et dominer le monde à la tête du peuple élu, les Aryens. Lambach, Autriche. C'est dans ce village que la famille d'Hitler s'est établie. Dans cette famille-là, il y avait beaucoup de morts. Les enfants mouraient, comme c'était la règle à cette époque-là, mais là, il y avait une épidémie de diphtérie et la plupart des frères et sœurs de Hitler sont morts. Et la mère a surinvesti le petit Adolphe, qui lui n'est pas mort. La mère et la grande sœur idolâtraient Hitler, qui était élevé par deux femmes qui étaient complètement à son service. C'est-à-dire qu'elles étaient dépendantes de lui. Elles se soumettaient à lui pour le rendre heureux. La jeunesse d'Hitler est tourmentée. Son père décède alors qu'il n'a que 14 ans. 4 ans plus tard, sa mère est emportée. Il est timide, renfermé, mais il peut être très colérique. Hitler possède un sens artistique affirmé. Il souhaite être peintre et s'établit à Vienne. Par 2 fois, il est refusé à l'Académie des Beaux-Arts, en 1907 et 1908. L'histoire aurait peut-être basculé s'il avait été accepté. Pour survivre, il dessine des cartes postales qu'il vend. Le jeune Hitler envie cette bourgeoisie brillante et riche de Vienne. Sa vie est misérable. Il se nourrit à la soupe populaire. Sale, timoré, on lui connaît peu de conquêtes féminines à cette époque. 1914. Hitler s'engage dans l'armée allemande et sera estafette sur le front d'Ypres. Blessé par 2 fois, il voit la mort de près. Courageux, extrêmement discipliné, il réchappe au massacre. Il finit la guerre avec un grade de caporal et reçoit la Croix de Fer. C'est la première fois que ses mérites sont reconnus. Son régiment était devenu son foyer. Et Hitler, c'est un enfant de Versailles. C'est-à-dire que les Allemands avaient l'idée d'eux-mêmes, on va réparer l'humiliation. Et ils ont préparé la revanche avec une extase. C'est-à-dire que l'idée de la mort peut être euphorisante. Et dans la représentation du réel, ça crée un sentiment. Nous allons enfin être victorieux et écraser ces Français et ces alliés qui nous ont humiliés. Le statut des femmes après la guerre de 14, c'est d'abord la misère de la défaite, mais c'est aussi un statut très supérieur à celui des Françaises, puisque dès 1919, elles obtiennent l'égalité des droits civiques. Les Françaises en 44-45. Et ma question, c'est qu'ont-elles fait de leurs droits civiques? Et en réalité, une grande partie a bifurqué vers les conservateurs. Après 1918, beaucoup d'anciens combattants n'admettent pas la défaite et créent des milices, les corps francs. Ces groupes s'opposent aux activistes communistes. Une situation explosive s'installe. C'est une période favorable aux tribuns extrémistes. Depuis 1917, les bolcheviks sont au pouvoir en Russie. En Allemagne, le Parti communiste tente d'imposer son pouvoir auprès des ouvriers. Ce parti révolutionnaire compte beaucoup de femmes qui reçoivent une formation de militantes. Elles voteront contre l'accession au pouvoir des nazis. Depuis la démobilisation, Hitler est désœuvré. Il enrage contre le coup de poignard de la capitulation. À Munich, ses discours enflamment le public des brasseries. À 32 ans, il prend le pouvoir d'un groupuscule. Ce sera le parti nazi. Bayreuth. Hitler est exalté par les opéras de Richard Wagner, évoquant les mythes et héros germaniques. Il se ressource. Le Führer aime à rencontrer une femme qui l'aide beaucoup dans cette période obscure. Elle se nomme Winifred, la belle-fille du compositeur. Certains affirment qu'ils auraient partagé une relation amoureuse. « 1924, coup d'État manqué. Hitler emprisonné écrit Mein Kampf. Il prédit la guerre et une mission familiale et de sacrifice pour les femmes.
Winifred lui envoie des colis. Hitler était un autodidacte. Il lisait, il avalait tout ce qu'il lisait. Et donc il le recrachait dans Mein Kampf. Il veut germaniser, l'essentiel bien sûr c'est l'Est, ratatiner les Juifs dans toute l'Europe. Alors les femmes, bon c'est rien du tout, hein, elles sont les compagnes de l'homme pour créer, pour la beauté, pour les plaisirs plus tard du guerrier, avant de la vie quotidienne. Il a une image des femmes assez archaïque, sauf que quand même, il faut qu'elles soient modernes, sportives, etc. Or, il fallait prendre presque à la lettre, puisque tout ce qui est écrit là-dedans va être exécuté. Dès 1921, une immense crise économique règne. Un chômage endémique s'installe. Le mark est dévalué. Il faut 1 billion de marks pour acheter un pain. C'est par panier de marques qu'on acquiert des produits qui se raréfient. L'agitateur Hitler multiplie ses discours assassins contre la démocratie. La situation lui est favorable. Libéré, Hitler reconstitue le parti nazi. Il veut le pouvoir. Il cherche encore son style. À chaque meeting, le public se presse. Il ne supporte pas l'autorité des militaires, auteurs de la défaite. Le Führer parcourt l'Allemagne en avion, c'est innovant. Afin de se donner plus d'aplomb, il arbore un fouet pour se défendre aussi contre les attaques des commandos communistes. Une lutte mortelle fait rage. Lors de ses déplacements, c'est une adhésion populaire qui s'enflamme. Ses discours sont d'une extrême violence. Il fallait que Hitler soit le fiancé de toutes les femmes allemandes. C'est-à-dire que les quelques aventures qu'a eu Hitler, c'était souvent des aventures platoniques, hein, avec des femmes beaucoup plus jeunes, avec des femmes qu'il dominait et avec des femmes qui probablement provoquaient pas d'émotions intenses. Il n'y en a qu'une qui a provoqué des émotions intenses. Hitler a été subjugué et peut-être même dominé par Gélie, qui est une forte personnalité, une femme entreprenante, affirmée, qui a subjugué probablement Hitler. Munich, 1929. Adolf Hitler s'installe avec sa nièce, Gélie. Ils sont très amoureux et mènent une vie mondaine. Il lui offre des toilettes, mais ils partagent des mœurs sexuelles étranges. Il est très jaloux. Hitler lui interdit de suivre des cours de chant malgré sa voix de soprano et la séquestre. Ils se sont séparés, elle s'est suicidée. Et il a été bouleversé parce que ça a été probablement le seul vrai élan affectif qu'il a eu pour une femme. Mais c'est un lien qui révèle un peu la personnalité d'Hitler, c'est-à-dire la peur de la dépendance affective. Leur relation aurait été sadomaso. Il aimait dessiner ses formes. Après la disparition de sa nièce, Hitler devient encore plus violent. Parmi le cercle des premiers nazis, le photographe Heinrich Hoffmann. 1929, il présente à son ami Hitler une jolie assistante, Eva Braun. Elle a 17 ans. Ils se fréquentent pendant 2 ans. Puis une relation se confirme. Eva a 2 autres sœurs issues d'une famille très catholique. Eva est insouciante, ambitieuse. Elle souhaiterait être actrice. Elle aime le pouvoir. Hitler a 43 ans. Il la délaisse et pourtant l'installe dans un appartement avec sa sœur Gretel à Munich. Elle passe son temps avec sa sœur à attendre son amant qui lui refuse le mariage. Adolf Hitler s'est voué au Reich.
Hitler multiplie les déplacements. Le Parti national-socialiste devient la première force politique. Juillet 1932, aux élections du Parlement, il obtient 37% des voix. Le Parti communiste s'effondre. Hitler et ses extrémistes sont aux portes du pouvoir. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos bis ins Grab hinein. La situation des femmes durant cette période est très variable, suivant les régions. Les femmes sont peu au gouvernement. Ce qui manque, c'est la formation politique des femmes. Parce que la citoyenneté de base allemande n'a pas de formation politique. En plus, une bonne partie va à l'église. Et ça n'arrange rien pour la formation politique. Elles sont maniables, en grande partie, sauf les militantes de gauche. Mais c'est quand même pas la majorité. Nous avons rencontré dans la région de Bonn des femmes témoins de cette époque, telle cette institutrice qui n'a été mariée avec cet officier que 6 mois, puisqu'il sera tué sur le front. Dieu seul sait pourquoi Hitler est arrivé au pouvoir. Les gouvernements de la République de Weimar n'ont sans doute pas été assez vigilants. Le besoin était très grand. Il y avait beaucoup de chômage et beaucoup de personnes étaient réduites à la mendicité. En revanche, les femmes ont été absolument subjuguées, c'est le mot, par Hitler, parce que Hitler avait suivi des cours de théâtre, il avait suivi des cours de cinéma, et il utilisait la technologie. Et tous les discours d'Hitler sont des mises en scène, des scénographies, comme un opéra. Les femmes perdaient connaissance sur le passage d'Hitler. Ce n'était pas le passage de l'homme Hitler, c'était le passage de la représentation au sens théâtral du terme, de la représentation qu'elle se faisait de cet homme. Et beaucoup de femmes interrogées, quand on leur demandait comment il est, elles disaient « il est grand, il est beau, il est blond, il a les yeux bleus », parce que c'était l'archétype du bon à rien, si on peut dire comme ça. Remarquable orateur, Joseph Goebbels gravite dans l'entourage d'Hitler. Goebbels tombe amoureux d'une jolie femme, Magda. Elle fascine Hitler par son intelligence. Goebbels deviendra le ministre de la propagande. Malgré son pied beau, le don Juan nazi fera des ravages auprès des belles actrices. 1931, Goebbels épouse Magda, qui est captivée par Hitler. Le ministre aura de nombreuses maîtresses, dont l'actrice Linda Barova, 23 ans. Magda se console dans le rôle de mère exemplaire. Elle s'occupe des œuvres de bienfaisance nazie. Elle sera la représentante de la mode du Reich. Ce couple étrange sera de toutes les manifestations. Refusant le mariage, le Führer s'est promis à l'Allemagne. Magda Goebbels deviendra donc la First Lady de cette dictature. Hitler n'est toujours qu'un chef de parti extrémiste. Il adopte le salut fasciste italien. Depuis 1932, le Führer est devenu allemand. 1933, tout se joue après des manigances politiciennes. Le 30 janvier, il endosse la respectable jaquette de chancelier. Le vieux président Hindenburg, malade, estime qu'Hitler est l'homme providentiel. Pourtant, tout est écrit. Les femmes ont toujours voté majoritairement et votent pour lui. Les nazis défilent devant le chancelier Hitler. La terreur sera sa politique. Je rappelle que les camps de concentration sont créés dès 1933. Ça, c'est un aspect qu'on essaye de masquer, mais qui existe dès la prise du pouvoir. Donc les femmes trinquent aussi. Il y a déjà des femmes arrêtées, des femmes envoyées en camp de concentration, mais ça, c'est masqué. La construction des autoroutes sera quelques-uns des grands chantiers que lance Hitler. 100 000 personnes seront mobilisées. Une illusoire prospérité revient. Mobilisées le sont aussi les jeunes filles au sein du BDM, créé dès 1931 et dirigé par Gertrude Scholz-Kink.
un service obligatoire est imposé, principalement à la campagne. Pour les garçons, les jeunesses hitlériennes n'ont qu'un seul objectif, les endurcir afin qu'ils soient les guerriers invulnérables de demain, capables de conquérir l'espace vital à l'Est. Hitler est vénéré. Ils allaient dans les familles pour recruter les filles. Je sais juste que ma sœur était fanatique. Elle était appréciée. C'est pour cela que je pense qu'elle y a adhéré. D'ailleurs, cela en a valu la peine. Elle a vite monté les échelons. À 16 ans seulement, elle dirigeait une section du BDM. Ils organisaient des soirées en communauté, jouaient de la guitare devant des feux de camp. C'est tout. Nuremberg. À partir de 1933, chaque année, le parti nazi organise un gigantesque congrès. Plus d'1 million d'adhérents sont réunis durant une semaine. Chaque jour est consacré à une organisation. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est à l'honneur. Les nattes blondes sont appréciées du Führer. Ça, c'est un argument qui explique en partie le succès et l'amour que les femmes ont porté à Hitler. C'est qu'il leur parlait de santé, de beauté et de morale. Santé, vous êtes blonde, vous êtes belle, ce qui était souvent vrai. La danse, les jeunes filles adorent ça. Vous êtes saine, vous appartenez à la race supérieure. Donc la santé était un mot qui organisait beaucoup l'idéologie nazie. Et grâce à vous, les hommes seront encore plus forts et regardez comme vous avez rendu vos hommes beaux. Et puis la morale, c'est-à-dire que grâce à vous, le monde entier connaîtra 1000 ans de bonheur, le monde entier va éliminer, alors bien sûr il y aura les tziganes, il y aura les homosexuels, il y aura bien sûr les juifs, et tout ça c'est fait au nom de la morale, de la beauté et de la santé. Qui peut être contre ? 1935. L'antisémitisme d'État est institué. Désormais, la fonction publique est interdite aux Juifs. Ils sont déchus de la nationalité du Reich. 28 mai 1935. Evade est laissée par son amant, absorbe des somnifères et tente de se suicider. Elle écrit « Adolphe ne veut que certaines choses. Ah, si seulement je ne l'avais jamais rencontré. » Le triomphe de la volonté. C'est le film grandiose de propagande que réalise Leni Riefenstahl. Cet artiste très doué contribua à ancrer le nazisme et à imposer l'image du Führer auprès du peuple. Leni fut l'exception dans cet univers machiste. Sous la pression d'Hitler, Goebbels dut débloquer des sommes considérables. Certains affirment qu'elle fut la maîtresse du Führer. À Nuremberg, Leni et son équipe inventèrent de nouvelles techniques de prise de vue, comme cette nacelle travelling. Le Troisième Reich compte à peine 70 millions de ressortissants. Himmler, le terrible chef des SS, a deux missions. Exterminer les Juifs et peupler les futurs territoires de l'Est par de nouvelles familles aryennes. C'est impossible. Il faut recourir aux élevages humains. Pour Himmler, la démographie du Reich doit être forte. Il faut éviter les 700 000 avortements qui se produisent chaque année, les jeunes femmes étant abandonnées. La SS crée des centres d'accueil, les Lebensborn, ou sources de vie en allemand. Les jeunes filles célibataires viennent accoucher dans de bonnes conditions et dans l'anonymat. Elles peuvent soit conserver leur progéniture, l'organisation secrète Lebensborn leur donnera les moyens de les éduquer dans le cadre de la doctrine nazie, soit elles peuvent aussi abandonner leurs bébés qui seront placés dans des familles aryennes. La volonté d'Himmler était de faire procréer des enfants pour la grandeur du Reich. Ces jeunes aryennes offraient symboliquement leurs gamins au chancelier Hitler. Ensuite, la deuxième étape qui est celle d'accroître et de purifier la race aryenne. Alors là, on est vraiment là au cœur maintenant du projet Lebensborn, qui est donc d'arriver à encourager la procréation d'enfants dont les parents vont être soumis à des critères raciaux très précis. Donc les critères d'une aryanité pure. Le cas idéal est une bonne aryenne qui va se faire engrosser, si je puis dire, par un SS. Là, on est dans le système idéal. Et donc l'idée va être d'encourager à la procréation d'un maximum d'enfants qui vont être
eux, ensuite, destinés à devenir une forme d'élite du Troisième Reich. Elles sont plutôt, au contraire, volontaires et pour même certaines enthousiastes. On donne une identité, un prénom ou même un nom de famille fictif à l'enfant. Donc il y a un véritable fonctionnement secret intérieur, à tel point que les enfants ne sont pas déclarés à l'état civil du lieu où ils naissent, ils sont déclarés dans un état civil parallèle qui est celui des Lebensborn, où là, seul, on connaît la véritable identité des géniteurs. Les nazis apprécient les critères physiques nordiques. Ils implantent plus de 10 maternités en Norvège. Leur connaissance en génétique est inexistante. La majorité des enfants qui naîtront n'auront pas d'apparence nordique. On était plus vraiment dans une maternité modèle que dans un lupanar nazi. Il ne faut vraiment pas le voir comme ça. Les chiffres planchers, ça serait 9000 enfants confiés à la SS en Allemagne, 9 à 10 000 nés dans ces conditions en Norvège, qui est devenue finalement la succursale la plus performante, si l'on peut dire, des Lebensborn. Himmler considérait la population norvégienne comme peuple germanique frère. Nous avons rencontré l'une de ces Lebensborn. Je suis un enfant des Lebensborn. Je suis une enfant de Lebensborn. Je suis née en Norvège, à Oslo, ce qui n'était pas normal pour un enfant allemand. Je suis allemande. Mes parents se sont rencontrés à Bad Tölz, qui est une petite ville en Allemagne, en Bavière. Il y avait une grande école d'officiers SS. Mon père était capitaine et ma mère, sa secrétaire. Bien sûr, elle savait dès le départ qu'il était marié, mais elle voulait avoir un enfant de lui, ce qui est normal quand on croit à l'idéal nazi d'avoir un enfant pour Hitler. Quand elle est retournée Quand elle est rentrée d'Oslo, elle a dit à tout le monde que j'étais une enfant norvégienne. Je n'ai rien su du Lebensborn. J'ai cru que c'était un homme qui avait quitté ma pauvre mère parce qu'il était marié, et je n'avais aucune idée du Lebensborn, car personne ne parlait du Lebensborn. C'était un secret, même en Allemagne. J'ai rencontré alors avec ma demi-sœur mon père. Et c'était à Francfort, au gare. Et j'ai vu un homme qui ouvrait les bras et dit « Ah, j'ai une autre belle-fille ». Et il m'a embrassée et j'ai pleuré, hein, tout le monde, je pleure même. Et c'était assez difficile. Je ne pouvais pas croire que cet homme était un SS. Je ne pouvais pas. On m'a toujours parlé de l'officier, mais jamais de l'officier SS. Je lui ai demandé pour le Lebensborn, et il m'a dit que c'était un programme. C'était intéressant, mais bien sûr, c'était complètement fou. Nous étions très idéalistes, alors on a abusé de notre idéalisme. C'était les réponses normales de cette génération. Il n'était pas criminel, sauf si pour moi, tous les SS étaient criminels par soi. Les nazis bafouèrent le rôle des femmes dans ce qu'il a de plus sacré, la maternité. La France ne fut pas épargnée par cette ignominie, puisqu'un Lebensborn fut créé à La Morlaix dans l'Oise. Exceptionnellement, nous avons pu pénétrer dans ces lieux empreints de faits historiques qui n'auraient jamais dû exister. Le Lebensborn de La Morlaix, oui, c'est un exemple très particulier, parce que d'une part, ça va être le dernier créé. Hein, il sera inauguré en février 1944, ce qui est très tardif. On est 6 mois avant la libération de Paris, quoi. Et en fait, il est créé parce que, comme la France est occupée depuis 1940, et qu'il y a d'ores et déjà, en 1942, 50 000 enfants qui sont nés d'union franco-allemande. Ce qui pose un problème. Parce que ces enfants, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Est-ce que le Reich s'en occupe? Est-ce qu'on les laisse aux femmes françaises? Donc effectivement, la France, qui au départ pour les nazis est un peuple un peu bâtard, génétiquement sans intérêt, voilà, devient
finalement une source d'intérêt du fait du nombre d'enfants comme ça issus de ces couples mixtes, comme on dirait aujourd'hui. Il y a un document français établi après-guerre qui estime qu'il y a eu 23 enfants qui sont nés ou qui ont séjourné à la Morlaix et qu'il y a au maximum une vingtaine de femmes qui sont venues accoucher ou en tout cas qui ont séjourné avec leur nourrisson. Alors, ces femmes, elles sont d'origine diverse. Il y a quelques Françaises. Il y a aussi des Flamandes et des Néerlandaises qui sont en fait des compagnes de SS flamands ou néerlandais qui, pour des raisons de discrétion par rapport à leur lieu d'habitation, choisissent de venir accoucher à la Morlaix. Le Lebensborn de la Morlaix, il va être évacué le 10 août 1944, c'est-à-dire en gros moins de 2 semaines avant la libération de Paris. Donc ça se passe dans des conditions de précipitation totale. Et les gamins sont emmenés, a priori en car, vers l'Est. Et en fait, au fur et à mesure de l'avancée des armées alliées, on va les replier jusqu'au bout du compte à la maison mère, à Steinering, en Bavière, là où tout avait commencé en 1935, et là où tout va se finir d'une certaine manière. Considérez plus les femmes comme des personnes. Ces femmes amoureuses subjuguées par Hitler n'étaient pas considérées comme des personnes, elles étaient considérées comme des poulinières. Des enfants privés d'affection, privés de famille, privés de culture, biologiquement sains, n'ont aucune chance de se développer. Et cette utopie a commis des tragédies, des meurtres de masse. L'opposition est exterminée. Hitler a tous les pouvoirs. Le grand organisateur de la propagande, Joseph Goebbels, manipule les Allemands. En mars 1933, ils vont créer le premier ministère de la propagande et de l'éducation populaire, qui est confié à Joseph Goebbels et qui devient une sorte de machine gigantesque à transformer les Allemands, parce que leur grande idée, c'est de créer un nouvel homme, un homme nouveau, qui représenterait les idées du national-socialisme. Donc à ce moment-là, emprise maximale sur le cinéma. Ça veut dire que plus un film ne peut sortir sans le contrôle du ministère de la propagande. Contrôle maximal sur la presse. On institue une vraie censure et on élimine tous les journalistes qui ne sont pas conformes à la ligne. Ça veut dire, par exemple, que dans le domaine de la presse de mode, on va éliminer la grande prêtresse de la mode, qui s'appelait Bella Fromm. On va l'interdire d'écriture. Pourquoi? Parce qu'elle est juive. Donc ça veut dire qu'on nettoie la presse et on nettoie aussi la presse féminine. La journaliste se réfugie aux États-Unis. Munich. Le régime, à l'occasion d'une exposition de peinture, présente une kermesse kitsch. L'élégance n'a pas tout à fait disparu. Les femmes des dignitaires nazis rivalisent entre elles. Ces chars évoquent 2000 ans de culture germanique. Les nazis ont amalgamé les mythologies germaniques et les ordres chevaleresques teutoniques. Hitler s'est donné une mission sacrée, purifier la race. Le Führer partage son emploi du temps entre la chancellerie de Berlin et son confortable chalet alpin du Berghof. Eva Braun, sa maîtresse, s'est installée depuis 1938 dans ce lieu de rêve. Ses parents lui rendent visite. Hitler cache sa présence au peuple allemand. Et pourtant, c'est une pure aryenne. La blancheur de sa peau, ses yeux bleus, le Führer en est fou. Elle mène une vie d'oisiveté avec ses amis. En attendant, elle écosse des légumes pour le repas végétarien de son amant. Eva voudrait réaliser un film sur Hitler. Ces images sont exceptionnelles. Nous découvrons l'intimité du dictateur. Sa sœur Gretel l'accompagne. Walter Even, le conseiller diplomatique d'Hitler, est libertin en cette période d'avant-guerre. Printemps 1940. Hitler vient se reposer et prendre des décisions importantes. En quelques mois, il a conquis des territoires par des coups audacieux et par la guerre. Hoffmann plaisante avec Eva, qui filme. Hitler vient de prendre une décision capitale contre la vie de son état-major. Il va envahir la France.
Max Hermann est le seul ami qui le tutoie. Le Führer est heureux, l'affront va être vengé. Mai 1940, l'emploi conjugué des divisions blindées et de l'aviation d'attaque mettent l'armée française en déroute en quelques semaines. Le Führer a la conviction que la guerre éclair va lui apporter une victoire totale. Des milliers de réfugiés refluent. Il est dénombré énormément de morts parmi les civils, femmes et enfants. Pour les nazis, leur vie ne compte pas. Depuis 1935, par une politique audacieuse et l'emploi des Panzerdivisionen, Hitler a conquis toute l'Europe de l'Ouest, excepté l'Angleterre qui résiste, protégée par son insularité et ses avions Spitfire. Berlin, juillet 1940. La France a capitulé après de très durs combats. Le dictateur est accueilli triomphalement. Il est devenu l'homme fort de l'Europe et lave l'Allemagne de l'humiliation. Les Berlinois sont en délire. Ils acclament le stratège et son armée victorieuse. Ce sera la fin de la guerre des fleurs. Les femmes sont hystériques. Les prochains étés s'annoncent moins euphoriques. La guerre a tellement été mise en avant que tout le monde, et surtout les femmes, au début du moins, étaient fiers de voir partir leurs hommes à la guerre, car elles pensaient faire une bonne action pour la patrie. La mort héroïque, mourir pour la patrie. Des millions de jeunes hommes sont mobilisés pour se battre ou occuper les nouveaux États. Le Reich a doublé son territoire. Les femmes doivent souvent les remplacer aux champs et dans les usines d'armement. Les femmes se retrouvent avec toutes les corvées. Et elles le prennent très mal. Par exemple, elles préfèrent l'allocation de femmes de soldats à un salaire en usine. Elles refusent. On les convoque au service du travail, elles disent « Ah pardon, hein, moi j'ai des enfants, on m'a dit de faire la mère de famille, je fais la mère de famille, je ne fais pas l'ouvrière d'usine. » Hitler est très attentif à ça, parce qu'il sait que son régime ne tient que par le soutien populaire. Ils sont tous rentrés au parti pour pouvoir nourrir leur famille. Je connais beaucoup de personnes qui ne l'ont pas fait par conviction, mais uniquement pour garder leur travail. Fini les grands rassemblements festifs. Le service national du travail passe de 6 mois à 1 an dès 1941. Il faut soutenir l'effort de guerre en réalisant notamment les travaux de protection civile. Les infirmières aussi sont mobilisées. De jeunes auxiliaires sont recrutés. Elles reçoivent une formation accélérée. Les premiers combats se révèlent être très meurtriers. Depuis 1936, la Croix-Rouge allemande est sous l'autorité des nazis. Les femmes sont embrigadées. Adolf Hitler. Le Berghof. Le Führer veut conquérir l'espace vital à l'Est. Un violent orage s'annonce. Hitler a réuni ses proches. Il va attaquer l'URSS avant que l'Amérique ne rentre en guerre. Eva est décomposée. Encore la guerre. Son Adolphe va de nouveau l'abandonner. Juin 1941. La Wehrmacht envahit l'URSS. C'est l'opération Barbarossa. Staline est anéanti. Un immense territoire est conquis. L'armée rouge n'oppose qu'un armement obsolète. Après la politique de la terre brûlée, l'hiver russe sera terrible. Très vite, l'invasion de l'URSS se révèle très meurtrière. Les soldats de l'armée rouge s'accrochent par nationalisme et aussi sous la pression des commissaires du peuple. Le front s'étend sur des milliers de kilomètres. Le meilleur allié de Staline, l'hiver russe. Les températures sont inhumaines.
Les hommes gèlent sur place. Les infirmières doivent affronter des situations hallucinantes. Faute d'anesthésie, on opère à vif. Les jeunes femmes font preuve d'un dévouement sans limite. La propagande ne désarme pas. Der Führer verlässt das Hauptquartier des Generalfeldmarschall von Bock, in dessen Frontabschnitt die große Vernichtungsschlacht um Charkow geschlagen wurde. Vous avez cité à dessein à partir de Stalingrad parce que là, les annonces de décès des hommes se multiplient dans la presse. Il y a plus en plus de veuves. Alors on retourne à l'église, ce qui déjà ne plaît pas aux nazis. Hein. Mais grande discussion entre Goebbels et Hitler, que faire pour remplacer l'église? Mais alors nous, qu'est-ce qu'on a? Et Hitler qui ne veut pas devenir un Führer religieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors toutes ces veuves, ça ne fait pas du bien à l'opinion. Alors les filles, les jeunesses se dévouent. C'est l'esprit de sacrifice, comme on dit, puisque c'est un des services alloués aux femmes, Opferdienst, le service du sacrifice depuis 1933. Durant la guerre totale, les organisations de jeunesse hitlérienne participent à des travaux de propagande, mais aussi sanitaires et de protection civile. Alors les filles, on a des compliments. D'ailleurs, Goebbels, qui a une sainte horreur de toutes ces militantes nazies, les reçoit même pour les remercier de leur esprit de sacrifice. Mais les mères de famille, non. Elles en ont marre. Das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Wollt ihr den totalen Krieg? Le Berghof est devenu le cœur du Troisième Reich. Ce complexe est composé d'hôtels, de garages, de casernes pour les 3000 SS et de bunkers. Surplombant la vallée, le chalet où s'est installée Eva. Eva Braun n'existe toujours pas pour les Allemands. Ils ignoreront son existence durant toute la guerre. Elle en souffre beaucoup. Le Führer est entouré de ses secrétaires et de ses intimes. Bien qu'entretenue, Eva perçoit un salaire. Officiellement, elle réalise des films sur le Führer. Il semble très intéressé par la nouvelle caméra suisse qu'il lui a offert. C'est une des rares occasions où ces images privées les présentent ensemble. Pourtant, ils font chambre à part. Dès l'instant où on a une représentation raciste en tête, la famille ne compte pas, la culture ne compte pas, seul compte la biologie, c'est-à-dire la graine. Et on parlait déjà de génétique alors qu'on n'avait pas découvert les gènes. On élimine tous les impurs et on crée l'hygiène raciale. Et à ce moment-là, on sera entre nous, entre hommes et femmes supérieurs. Mais il y a des Polonais, des Finlandais, qui sont comme nous, dolicocéphales, c'est-à-dire le crâne un peu long, avec des yeux bleus et des cheveux blonds. Regardez comme ils sont beaux. Ces enfants volés deviendront des Aryens. Himmler doit peupler les vastes plaines de l'Est. Un nouveau programme est lancé. L'exemple le plus édifiant, c'est ce qui va se passer en Pologne, où en fait les SS vont organiser des sélections d'enfants dans les villages ou dans les villes. Le but est donc, on rassemble les enfants, il y a des spécialistes de la race qui les examinent selon des critères anthropométriques, la taille du crâne, l'écartement des yeux. Et donc tous les enfants qui satisfont à ces critères raciaux vont être tout simplement kidnappés. Ceux qui ne satisfont pas, finalement, sont les chanceux, ils vont rester avec leurs parents. Et donc, on estime qu'il y a environ 200 000 enfants polonais qui ont été kidnappés de manière très très organisée par les nazis sur le territoire polonais. À l'Est, les femmes sont aussi enlevées afin de procréer. Il y a surtout, au moment où la débâcle s'annonce pour le Reich, des gamins qui vont être incorporés de force dans des unités combattantes, donc ils vont aller se battre contre l'armée rouge, parce que de toute façon tout est perdu.
Et puis il y a aussi effectivement des enfants qui vont être placés dans des camps de travail forcé, c'est-à-dire qu'ils vont être réduits à l'état d'esclavage, mais toujours pour la grandeur du Reich. Je pense qu'il y a 30% des enfants qui seront rendus à leur famille, ou en tout cas qui retourneront en Pologne, ce qui veut dire qu'il y a une très grande majorité qui va rester en Allemagne, puisqu'encore une fois, ceux qui ont été confiés à des familles ne connaissent plus leur identité. Donc ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui des gens en Allemagne qui sont polonais mais qui ne le soupçonnent pas. À la même époque, Eva Braun pratique différents sports dans les lacs bavarois proches du Berghof, et notamment les sports nautiques sur le lac Schlierse. À 31 ans, elle fait preuve d'une grande énergie. Eva aime à passer ses vacances en présence de ses deux sœurs et de ses parents. Au début, il ne semblait pas acquis au fait que leur fille bien-aimée fréquente le dictateur. Mais le temps faisant et les privilèges accordés en ces périodes difficiles, le Führer fut accepté. Eva veut conserver son joli corps en pratiquant des sports, mais c'est aussi un moyen pour fuir les nouvelles de la guerre qui deviennent catastrophiques. Élégante, elle change jusqu'à 4 fois par jour de toilette. Le couple possède des animaux. Eva 2 Fox et Hitler a une passion pour sa chienne Blondie. Le Führer est entouré d'enfants, peut-être pour combler un vide. Il fuit le soleil. Gazé pendant la guerre de 14 en France, ses yeux ont été brûlés. Pendant ce temps, il livre aux flammes des camps d'extermination des centaines de milliers d'enfants juifs et tziganes. On a du mal à croire qu'Eva Braun ne savait pas que la Shoah était mise en œuvre lorsqu'elle filme les monstrueux personnages qu'étaient Himmler et Reinhard Heydrich, les organisateurs. Les Alliés ont décidé d'anéantir l'Allemagne par de gigantesques bombardements. Le jour, des milliers de forteresses volantes américaines lâchent leurs bombes incendiaires à 10 000 mètres d'altitude. La nuit, ce sont les bombardiers Lancaster britanniques qui tapissent de bombes au phosphore les villes allemandes. Les pertes sont immenses. Moi, je pense que les femmes allemandes ont été escroquées, affectivement, escroquées sentimentalement. Je souligne sentimentalement parce que le sentiment, c'est une émotion ressentie dans le corps et provoquée par une représentation. Le nazisme leur fournissait une représentation utopique merveilleuse. L'opéra, le bonheur, l'élite, la beauté. Elles n'ont jamais su qu'elles avaient participé à un crime, ou très peu. La propagande donne l'illusion que beaucoup de femmes adhèrent encore à l'idée que la victoire nazie est toujours possible. Mais la majorité des Allemandes a cru jusqu'au bout à la victoire finale. D'ailleurs, je connais beaucoup d'amis de mes parents qui, jusqu'à la fin, n'ont pas compris qu'on avait perdu. Les femmes de la race des seigneurs s'adonnent à une gymnastique conservatrice pour garder la foi dans la victoire et performer dans les usines. Hitler ne veut pas que toutes les femmes aillent parce qu'il trouve que ça fait plus de mal que de bien. Elles mettent le mauvais esprit. Elles rouspètent, elles ne sont pas contentes, ça démoralise, ça fiche la pagaille dans les usines. Elles utilisent la propagande nazie pour contrer. Hein? Ah non, on ne veut pas faire un travail d'homme. Hein? On n'est pas faite pour ça physiquement. D'où l'apport à la main-d'œuvre étrangère. Des millions d'hommes sont mobilisés. Des Allemands sont morts sur le front de l'Est. Les nazis enrôlent 1 500 000 prisonniers pour faire tourner l'industrie de guerre et nourrir la population. 200 000 enfants naîtront de ces amours durant le conflit. Dans son QG, Hitler s'affaiblit. Il est atteint de la maladie de Parkinson.
Il ne maîtrise plus son état-major. Même les petits-enfants que lui présente Eva ne l'amusent plus. Le Führer sombre. Les femmes ont pris conscience de l'endoctrinement. Cependant, parmi les Allemandes, le fanatisme perdure. Elles s'engagent dans l'armée comme auxiliaires. L'objectif est aussi de conserver les combattants sur le front. On a eu beaucoup, en France par exemple, les souris grises. Les fameuses auxiliaires, redoutables d'ailleurs, de l'administration de la Gestapo. Elles avaient une autorité déléguée, mais elles n'avaient pas le pouvoir des hommes. À ma connaissance, il n'y a pas une femme chef d'un camp. Même à Ravensbrück, qui est un camp spécifique de femmes, ce sont des hommes qui dirigent le camp. « 3 juin 1944, Gretel, la sœur cadette d'Eva, a 29 ans. Elle se marie avec le SS Hermann Fegelein. Leurs témoins sont Himmler et Bormann. Gretel est radieuse. Pourtant, dans 3 jours, les Alliés débarquent en Normandie. La mariée sait que Fegelein est un criminel de guerre, puisqu'il a fait exterminer des milliers de femmes juives et de partisans derrière les lignes du front avec ses SS. Les Britanniques libèrent en avril 1945 le camp de Bergen-Belsen. C'est l'abomination. Le camp est surpeuplé. Des détenus ont été transférés. Une épidémie de typhus emporte 70 000 personnes, dont des Juifs et des Soviétiques. Le SS Joseph Kramer règne sur ce mouroir. « 34 gardiennes SS féroces répandent la terreur. Tout était volontaire. Certaines avaient répondu à une petite annonce mentionnant qu'il était recherché des femmes souhaitant démontrer leur amour pour le Reich. 3600 rejoignirent la SS Gefolge, l'organisation féminine composée de fanatiques. Printemps 1945. L'armée rouge encercle Berlin. C'est la curée. Goebbels mobilise les fanatiques. Und wenn die ihre Gewehre schultern und ihre Panzerfahrzeuge besteigen, dann haben sie nur ihre erschlagenen Kinder und geschändeten Frauen vor Augen und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. Depuis des semaines, les soldats de l'armée rouge se battent avec acharnement pour réduire les troupes nazies qui s'accrochent vaillamment. Les soldats communistes sèment la terreur, notamment en violant plus de 2 millions de femmes allemandes. Ja, sogar meine Mutter von 60 Jahren haben sie nicht geschont, sondern haben sie auch bestialisch vergewaltigt. Bestialischen Hort. Sogar meine Schwester und meine Mutter in bestialischer und tierischer Weise haben sie misshandelt. Alles täglich betrunken. Et on oublie toujours dans cette argumentation, ce que moi je n'oublie pas, c'est que les premiers qui ont payé, c'est les femmes soviétiques. Que c'est un retournement de situation d'une guerre qui a été atroce dès le départ, puisque Hitler avait déclaré « il n'y a plus de loi ». Moi, j'ai souvent reproché aux historiens allemands qui ont parlé de ça d'avoir une mémoire très sélective. Si on fait les comptes, j'aime pas faire des comptes là-dessus, parce que c'est un sujet quand même très délicat, mais on s'aperçoit que beaucoup de femmes ont demandé des indemnités d'avortement pour ne pas mettre au monde des enfants racialement impurs.
Tout est perdu. Dans son bunker, sous la chancellerie, Hitler se barricade avec le dernier groupe de fanatiques. Eva est venue le rejoindre, contre son avis. Dans la nuit du 29 avril 1945, il l'épouse, puis elle se suicide après avoir avalé du poison. Le Führer se tire une balle dans la bouche. Les dépouilles du couple infernal mal consumées sont retrouvées. Le monde, stupéfait, découvre l'existence d'Eva. Magda Goebbels représente la mère de famille nombreuse, idéale. Le Führer s'étant donné la mort, pour les Goebbels, l'existence n'a plus de sens. Fanatiques, ils se suicident avec leurs 5 enfants. Leur prénom commence par H. Dans les profondeurs du bunker de la chancellerie, Magda leur fera administrer un somnifère, puis une ampoule de poison. Les soviétiques retrouvèrent le cadavre de Goebbels crispé dans une expression de haine. Alors les femmes allemandes ont payé par le mépris de l'homme qu'elles avaient adoré, Hitler, qui disait « Puisque mon peuple n'est pas capable de réaliser mes rêves et les 1000 ans de bonheur qu'on aurait dû apporter à la planète, qu'il crève. » La défaite du Troisième Reich est totale. Berlin est détruit à 80%. Je rends plus hommage aux femmes qui ont déblayé les ruines, puisque les hommes étaient prisonniers. Elles ont du mérite, que beaucoup de femmes ont contribué largement à la reconstruction rapide de l'Allemagne. C'est quand même le fameux miracle allemand. Sans les femmes était impensable, puisqu'il y avait presque plus d'hommes. La fascination pour Hitler et sa doctrine nazie aura coûté très cher aux femmes du Troisième Reich.